Comment on fait des bébés? Parentalité facilitée, le podcast qui vous accompagne dans votre parentalité. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast. Je m'appelle Maëlle Monjaret, je suis éducatrice de jeunes enfants et je suis passionnée par la parentalité. Dans ce podcast, je vous donnerai mes conseils pour la parentalité, la périnatalité, l'accompagnement de vos enfants, etc. Pour ce premier podcast, je voudrais revenir sur être parent et vous donner mes 5 conseils pour être le meilleur parent que vous pourriez être. Pour commencer, je voulais vous rappeler que chaque personne est capable d'être parent. Peu importe ses casseroles, peu importe sa vie, chacun en nous, nous sommes capables de devenir parent. Chaque personne a la capacité de devenir le meilleur parent. C'est à lui de développer ses compétences parentales. Il faut souligner qu'aucun parent ne sera jamais parfait. Il ne faut pas essayer de devenir parfait, mais faire de ses imperfections une force. Car l'idée dans l'éducation, c'est de faire le mieux possible, mais pas de faire bien. Qu'est-ce que ça veut dire faire bien? Faire bien pour l'un ne voudra pas dire faire bien pour l'autre. Nous vous demandons là de faire le mieux possible et comme vous pouvez. Votre mission en tant que parent, c'est de faire que votre enfant soit le mieux possible. Ma devise d'ailleurs, c'est d'accompagner les enfants dans un mieux-être. Parce qu'être bien, c'est très subjectif. Si A fait quelque chose qui marche pour son enfant, ça ne veut pas dire que cela fonctionnera chez l'enfant de B, même si c'est amené de la même façon. D'ailleurs, ce n'est pas parce que ça marchera avec le premier enfant que la même chose fonctionnera pour le deuxième. En tant que parent, il existe quelque chose que l'on pourrait appeler le 6e sens. C'est peu dit, mais pourtant c'est vrai. N'avez-vous jamais entendu un parent dire « Tout le monde me disait qu'il n'avait rien, mais au fond de moi je savais » ou encore vous-même, n'avez-vous jamais reçu un appel d'un de vos parents quand ça n'allait pas parce qu'il le sentait? Ce 6e sens, ou plutôt cette intuition, semble importante à prendre en compte et à développer pour accompagner votre enfant à devenir adulte. Maintenant, passons à mes conseils. Mon premier conseil, c'est de prendre le temps de parler à son enfant. Rien ne sert de crier, tout arrive à point. D'ailleurs, quand l'enfant ne fait pas ce qu'on lui demande, c'est que ce n'est pas dans sa temporalité. Oui, parce que les enfants et les adultes n'ont pas la même notion de temporalité, ce qui peut d'ailleurs parfois rendre les choses compliquées. Par exemple, si vous demandez à votre enfant de s'habiller et qu'une demi-heure après vous revenez et qu'il n'a toujours pas bougé de son lit, alors, plutôt que de crier et de vous énerver, essayez de prendre le temps de parler avec lui, de lui proposer votre aide ou juste votre présence. Parfois, les enfants ont besoin d'être rassurés pour faire les choses. Je vais vous donner un exemple concret. À l'heure actuelle, je travaille dans une maison d'enfants qui accompagne des enfants placés. Les enfants que j'accompagne ont entre 2 et 10 ans et ils sont pour le moment au nombre de 9. Dans ce groupe, il y a une petite fille qui a du mal le matin à émerger et prend beaucoup de temps pour s'habiller. Au début, ça me mettait assez hors de moi, donc je pouvais hausser la voix assez rapidement, malgré le fait que je sois quelqu'un de calme, parce que il faut être à l'heure à l'école. Puis, je me suis rendu compte que peut-être que si j'essaye de prendre le contre-pied de ça et de l'amener autrement, cette petite fille sortirait plus facilement de son lit. Donc après ça, je lui ai proposé en fait de l'aide, je lui ai proposé d'être présente avec elle ou même juste de l'aider à s'habiller. Et en fait, le fait que je sois là, que je lui pose les choses calmement en lui expliquant que dans tous les cas, il fallait qu'elle s'habille puisqu'il fallait aller à l'école et ne lâchant pas mon but, mais d'une autre façon, elle s'est sentie rassurée et a donc accepté de faire ce que je lui demandais beaucoup plus calmement et sans faire de crise. D'ailleurs, on parle souvent d'autorité, mais il faut savoir une chose, c'est que l'autorité ne se traduit pas par les cris, non, ça se travaille avec le lien qui s'est noué à l'enfant. Donc on parle ici de confiance et d'amour. De confiance en l'autre, mais de confiance en soi. Si nous demandons à un enfant de faire quelque chose, mais que nous-mêmes ne sommes pas convaincus parce que nous le demandons, alors l'enfant le sentira et il pourra s'aventurer dans la brèche. Il faut être convaincu dans ce qu'on lui demande et être convaincu que c'est la bonne chose pour lui. Mon deuxième conseil, c'est de soigner les mots MAUX par les mots MOTS. Il faut lui expliquer les choses. Que l'enfant ait 3 ans, 3 mois, 8 ans, 13 ans, 18 ans, etc. Il a besoin de comprendre ce qu'il se passe pour lui, pour vous, pour être rassuré. Jusqu'à encore pas longtemps, on ne prenait pas forcément en considération à quel point la communication envers les enfants peut être importante. Pourtant, celle-ci est primordiale. Même pour un acte anodin, par exemple changer la couche, il faut mettre des mots sur ce que vous faites. Le fait de parler à votre enfant et lui dire ce qui se passe pour lui, dans sa vie, ça fera accroître sa confiance en vous, ça libérera la parole et lui donnera plus facilement accès à ses émotions. Il pourra alors s'exprimer en toute tranquillité et en toute confiance. Et cela, de son plus jeune âge à son plus vieil âge. Qu'il s'agisse d'un deuil, d'une rupture, d'un mariage, tout doit être expliqué à l'enfant afin qu'il puisse être suffisamment rassuré et soit plus tard un adulte à l'aise avec ses ressentis et ses émotions. Plus les enfants sont au clair sur ce qu'il se passe dans leur vie et plus il leur est facile ensuite de prendre du recul pour se construire.
Là aussi, je vais vous donner un exemple concret. Toujours dans le cadre de mon travail, j'accompagne un petit garçon pour lequel la situation familiale est assez floue. Tout ça est très compliqué. Et nous-mêmes sommes flous sur sa situation actuelle. Vous l'imaginez, si nous, en tant que professionnels, nous sommes flous sur ce qui va se passer pour lui, cela l'est encore plus pour lui qui ne sait pas toute sa situation. Il est dans une incertitude grandissante et donc dans un manque de confiance et une insécurité, là aussi, grandissante. Notre travail là-dedans, c'est de lui expliquer ce qu'il se passe pour lui. Alors évidemment, nous n'allons pas lui expliquer concrètement avec des mots compliqués, parce qu'il est encore petit, mais trouver les mots adaptés pour lui expliquer que nous travaillons main dans la main et conjointement pour faire au mieux pour lui. C'est déjà lui prouver que nous prenons en compte sa situation, que nous ne l'oublions pas, mais surtout qu'il va se passer des choses pour lui et qu'il peut nous faire confiance. Et à ça, l'enfant sera rassuré et pourra se permettre d'exprimer ses émotions clairement, qu'il soit joyeux, triste, en colère. Il se permettra de les exposer aux personnes en qui il a le plus confiance. Parce que oui, si un enfant fait avec vous des crises, si un enfant fait avec vous des pleurs, si un enfant explose de joie avec vous, etc., c'est qu'il se permet de vous montrer à vous ses émotions intérieures et ce qu'il peut ressentir vraiment. Donc quand un enfant peut être turbulent ou faire des crises, ou qu'on se dit mais c'est incroyable, avec moi il fait tout le temps crise sur crise et avec tous les autres il est calme, c'est parce qu'il a suffisamment confiance en vous pour être lui-même. Mon troisième conseil, c'est de prendre en compte l'individualité de l'enfant. J'ai souvent entendu que les parents avaient un enfant idéal en tête avant la naissance. Il s'avère que l'enfant rêvé, il est souvent différent de celui qui arrive. Parce que tout simplement, chaque personne est différente. Et il y a des choses qu'on ne pourra jamais contrôler, comme la taille, la pensée, etc. Il faut alors faire le deuil de l'enfant rêvé. Et ne plus jamais dire « j'aurais tant aimé qu'il soit comme ci ou comme ça ». Non, il faut laisser la place à l'enfant en devenir. N'oubliez pas que chaque personne a ses forces et ses faiblesses en elle. Lui permettre de se construire et de devenir la meilleure version de lui-même, en le prenant en compte lui dans son intégralité, pourrait être le meilleur cadeau que vous lui ferez. Cela va favoriser son estime de lui. D'ailleurs, chaque enfant a une place particulière dans la fratrie, peu importe celle qu'il occupe. Elle démontre beaucoup de choses dans sa façon d'être, de grandir, de mûrir. Donc prendre en compte l'intégralité de l'enfant, c'est aussi prendre en compte la place dans la fratrie. Mon quatrième conseil, c'est de lui apprendre à faire seul. Pour bien grandir, l'enfant doit apprendre à faire seul. Bon, dans les premiers mois par exemple, il apprend seul à tenir sa tête, à se retourner, à s'asseoir, à marcher à quatre pattes, à marcher, etc. Comme toutes ces étapes sont acquises, c'est important de continuer l'autonomie et de lui permettre de faire seul. Attention, je vous dis pas là de le laisser faire le ménage de fond en comble, non, mais de le laisser s'habiller seul, ou alors de l'aider dans un premier temps, de prendre soin de lui pour qu'il puisse avoir conscience de l'intimité et de son corps, de manger, de ranger ses affaires aussi. Toutes ces étapes feront de lui un enfant autonome. Ça va favoriser son estime de lui, sa confiance en lui, et il ne sera plus débrouillard, mais un expert de l'autonomie. D'ailleurs, il faut aussi savoir que les enfants apprennent en jouant. Le jeu, c'est le premier outil d'apprentissage pour un enfant, peu importe son âge. Un bébé, ça va profiter du jeu pour s'éveiller, quand un plus grand prend le jeu pour apprendre. Donc ce sont tous des outils pour l'acquisition, que ce soit les puzzles, les dessins, les Barbies, la dinette, les petites voitures, etc., etc. D'ailleurs, si vous voyez votre enfant imiter une situation qui s'est réellement passée, ça montre qu'il a intégré ce qu'il a pu voir et qu'il le matérialise pour mieux le comprendre. Enfin, mon dernier conseil, et celui qui est le plus important, c'est de savoir demander de l'aide. C'est de ne pas craindre de demander de l'aide. Demander de l'aide, c'est ne pas montrer ses faiblesses, bien au contraire. Chercher un soutien, un conseiller ou juste une oreille attentive, ça permet de prendre du recul sur les situations et de pouvoir se décharger. Alors plutôt que de vous en mettre plein la tête parce que votre enfant vous énerve ou que vous n'arrivez pas parce qu'il y a une situation qui est compliquée, chercher de l'aide va permettre de vous sortir de la situation actuelle, de prendre du recul et de trouver une solution qui va vous conforter dans votre rôle de parent. Parce que là, nous parlons bien d'accompagnement. Le but, ce n'est pas de faire à votre place, mais de vous accompagner pour que vous puissiez faire au mieux. N'oubliez jamais, être parent, c'est un métier à temps plein. Et comme chaque métier, c'est important parfois de se former pour évoluer. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Je vous souhaite une très belle journée et vous dis à la prochaine.